Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Luxe et Artisanat. Je suis ravie de vous accueillir sur le podcast. Si vous avez des questions, des suggestions d'invités ou si vous voulez tout simplement m'envoyer un petit mot doux, n'hésitez pas à le faire, soit sur LinkedIn, à Soukaina Gutiérrez, vous me trouverez assez facilement je pense, sinon sur Instagram, @luxe et artisanat, luxe et artisanat tout attaché. En plus de pouvoir m'envoyer un petit message, sur Instagram, en fait, vous êtes prévenus des derniers épisodes qui sortent. Et c'est aussi un moyen pour moi de pouvoir poster quelques photos, des photos de mes invités, éventuellement des photos de leur lieu de travail, puisque des fois, pour certains artisans, leurs ateliers ressemblent à des vraies cavernes d'Ali Baba, et c'est vraiment très beau à voir. Et puis, ça permet de compenser le manque d'images qu'il peut y avoir, qu'on peut ressentir, ce manque, quand on écoute un podcast. Encore une fois, le meilleur moyen de m'aider et de m'encourager pour continuer ce projet, c'est de laisser 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou iTunes. Alors, vous n'avez absolument pas besoin d'avoir un iPhone ou un Mac. Il vous suffit, donc si vous n'en avez pas, en fait, il vous suffit de vous créer un compte sur iTunes et vous allez voir, c'est très simple. Alors, pour ce podcast, j'ai interviewé Julien Vermelin. Il y a des métiers que l'on ne soupçonne pas, et c'est le cas ici, puisque Julien est plumassier. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissaient déjà, mais moi je vous avoue que j'ai découvert son métier cette année au GEMA, donc les Journées européennes des métiers d'art, dont je vous avais expliqué le concept en introduction du premier épisode de la saison 2, donc de cette saison du podcast. Donc vous l'aurez compris, Julien travaille les plumes. Alors vous allez me dire, les plumes égale carnaval ou costume, mais non, pas que, puisque Julien d'ailleurs ne travaille pas du tout pour des événements comme le carnaval ou il n'est pas du tout costumier. Il travaille les plumes non seulement dans la mode, pour des belles maisons, mais également dans la décoration d'intérieur, dans la publicité ou encore en collaboration avec des ébénistes. En tous les cas, l'épisode est passionnant. Vous verrez, Julien est un peu un surdoué dans son domaine, puisqu'après l'obtention de son CAP, il s'est directement lancé à son compte et où son premier projet, en fait, était un gros projet pour une belle maison de luxe parisienne. C'est un bourreau de travail. Il nous parle de son métier avec passion. J'espère que vous aimerez l'épisode. J'ai vraiment adoré interviewer Julien. Maintenant, je laisse place à ma conversation avec Julien Vermelin. Bonne écoute. Bonjour Julien. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. De rien. Alors, dans un premier temps, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Alors, je suis Julien Vermelaine et je suis donc plumassier. J'ai créé mon atelier il y a 5 ans maintenant. Pour résumer rapidement mon parcours, moi j'ai fait un BTS design de mode parce qu'au début je m'orientais plutôt vers le stylisme. Je me suis spécialisé dans l'accessoire et du coup j'ai collaboré sur des projets chez Louboutin et ensuite j'ai atterri chez Jean-Paul Gaultier où je dessinais des sacs et des chaussures et c'est chez Gaultier que j'ai rencontré un plumassier et là ça a été une vraie révélation avec la matière parce que voilà c'est un support où on peut avoir toutes les couleurs, toutes les textures, toutes les formes. On peut vraiment intervenir sur toutes les surfaces et sur vraiment des projets très très variés. Donc suite à ça, et en parallèle, j'ai fait une licence d'art plastique à la Sorbonne et ensuite j'ai fait mon CAP plumasserie, parce qu'il reste une école en France où on prépare un CAP, qui est le lycée Octave Feuillet dans le 16e à Paris. Et donc j'ai fait mon CAP en alternance chez Le Marié, qui est le plumassier de Chanel. Et à la fin de mon apprentissage, du coup, j'ai monté mon atelier dans la foulée. D'accord. Juste, t'as quel âge 28. 28. Ouais. Ok, donc du coup, t'as d'abord fait... En fait, ok, donc t'as d'abord fait un BTS, ouais. D'abord fait donc une licence. Je l'ai fait à l'inverse, ouais. Tu l'as fait... J'ai fait un BTS, une licence, et après, j'ai fait le CAP. Ok, très bien. Moi, je pensais que t'avais fait en fait le CAP directement. Non. Ok. Et donc du coup, à l'issue, donc une fois que tu as obtenu ton CAP, tu as directement monté ton atelier. C'est ça, ouais. Dès que je suis sorti de mon apprentissage, j'ai fait 10 jours en CDI chez Le Marié et puis finalement je suis parti. Pourquoi ? C'était pas...
je pense que c'était pas ce qui me convenait. J'avais envie vraiment de... Le marié, c'est très axé mode et Chanel et couture, etc. Et moi, j'avais envie de pouvoir faire des tableaux, des sculptures, du cinéma, de la pub. Enfin, vraiment tester la matière et repousser les frontières de la plumasserie. Donc voilà, j'ai choisi d'être libre. Tu vois, là, j'ai interviewé Nicolas Mariscaël, donc Orfèvre, pareil, qui est au Viaduc des Arts, donc parce que là, on se trouve aussi au Viaduc des Arts. Et tu vois, on discutait justement de l'apprentissage, etc. Et il m'a dit, dans les métiers, surtout dans l'artisanat, il faut 10 ans avant de pouvoir vraiment lancer sa propre affaire. Bon, toi, t'as attendu 10 jours. Moi, je suis un ovni. Alors, du coup, est-ce que tu te sentais prêt quand tu l'as fait? Et est-ce que tu te sentais aussi... est-ce que tu n'avais pas peut-être une remise en question, peut-être au niveau de ta légitimité? Moi, je te pose cette question-là parce que moi, je me suis posé cette question. Ouais. Hein, et que c'est vrai qu'autour de moi, il y a pas mal de gens qui disent « Ah, mais je suis peut-être pas légitime, etc. » Alors toi, du coup, comment est-ce que tu as appréhendé ça? Alors moi, je suis un peu boulimique de travail, donc j'ai du mal à m'arrêter. Et je sais que là, par exemple, mon CAP en alternance, donc j'avais les cours au lycée. En parallèle de ça, on avait le travail chez le marié où on bossait peut-être 70 heures par semaine, les week-ends, la nuit, etc. Et moi, à l'époque, je vivais pas à Paris, donc j'avais 4 heures de transport par jour. Et pendant mes 4 heures de RER quotidien, je bossais ma licence d'art plastique. Et j'ai passé mon CAP, ma licence, la même année, en plus des collections couture. Donc pendant mon apprentissage chez le marié, j'ai essayé d'en voir le plus possible. J'ai fouillé toutes les archives, j'ai fouillé toute la réserve pour voir toutes les plumes anciennes, les choses comme ça. J'ai acheté tout ce que je pouvais de manuels, techniques, historiques, des gravures, toutes les archives de vieilles montures de chapeaux que je pouvais trouver, toutes les expos que je pouvais faire. J'ai tanné une ancienne de l'atelier, ça faisait 40 ans qu'elle était dans la maison. Et je lui ai demandé sur nos temps de pause et sur la pause déj de me montrer les vieilles techniques des plumes qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais ça fait partie du métier, c'est des gestes du coup qu'on n'apprend plus mais que moi je voulais apprendre. Donc alors je pense pas avoir fait 10 ans en un an, mais ouais, j'ai beaucoup investi là-dedans. Ok, ouais, donc l'envie était là. Ouais. Et pour répondre à ta question du coup sur la légitimité, je pense que de toute façon on apprend tous les jours des nouvelles choses. Chaque nouveau projet, c'est une remise à zéro de ce qu'on sait faire et de ce qu'on a déjà fait. Il n'y a pas un projet qui se ressemble, il n'y a pas de redite. Et alors c'est peut-être un peu piquant, mais moi j'ai vu des gens qui bossaient depuis 30-40 ans, mais qui bossaient mal. Donc je ne sais pas si le temps, forcément ça joue, parce qu'à la fin ça devient des réflexes, mais quand on fait les gestes... mais t'es pas la première personne à me dire ça. Hein. Quand on fait les mêmes gestes 10 000 fois, à la fin, voilà, le corps il connaît le geste, et à la fin on a même du mal à l'expliquer parce qu'on sait plus comment on le fait. Mais je sais pas, je pense que je me débrouille pas trop mal, et du coup j'ai pu apprendre vite et bien. Et chez le marié, ils m'ont responsabilisé très vite parce que je pense que je m'en sortais bien. Et ils m'ont envoyé à l'étranger chez des clients alors que j'étais en apprentissage. Ils me confiaient des équipes pour monter des robes de A à Z. Donc j'ai été vraiment bien formé chez eux. Et ouais, non, quand je me suis installé... Et du coup, quand t'es parti, alors, ils l'ont pas mal pris? Si, un petit peu, forcément. Mais on est en bons termes depuis. Oui, au final, là, ils voient ton travail. Ouais. Puis je fais pas la même chose qu'eux, donc il y a de la place pour tout le monde. Ok. Donc, en fait, t'es devenu plumassier, donc par hasard. Donc, oui, t'as fait, complètement. Parce qu'avant de travailler chez Gauthier, je savais même pas que ce métier existait. Je pensais que c'était un travail de brodeur ou de costumier. Ça me rassure, parce que moi non plus, Ah oui, non. Mais en même temps, on est une dizaine d'entreprises en France. Mais quand je dis entreprise, il y a sur les 10 entreprises, il y a peut-être 6 ou 7 indépendants et 3-4 entreprises où, comme la mienne, on est 2, 3. Chez le marié, je crois qu'à l'atelier de plumes, ils sont peut-être 6, 7 et c'est la plus grosse. Après, il y a toute la structure administrative autour, mais... Mais du coup, ce savoir-faire de plumassier, c'est un savoir-faire qui est français, j'ai envie de te dire. Non, mais il y a vraiment une école française, ouais. D'accord. Parce que il y a l'art plumaire, qui est l'art sacré, qui est vraiment un art traditionnel
qu'on va retrouver en Amérique du Sud ou en Océanie, en Afrique, en Chine, etc. Mais vraiment, l'ornement avec la plume, ça a vraiment été au début développé en Italie, dans les années 1500. Et c'est arrivé en France et là ça a vraiment été énormément développé en France. Et donc toi, tes clients, c'est qui en fait? Alors nous on travaille principalement pour des entreprises et des professionnels. Tu veux qu'on attende que la moto passe? Non, vas-y, refais. Et ouais, donc on travaille principalement pour des entreprises et des professionnels. On travaille très peu avec des particuliers parce que c'est pas forcément notre cible. La plume, ça devient vite très cher parce que on est obligé de manipuler les plumes une par une, de toutes les sélectionner une par une, de les retravailler une par une, donc ça prend énormément de temps. Et en France, le temps, ça coûte cher. Donc partout. y a des pays où la main-d'œuvre coûte très peu cher. Donc, ouais, mais le temps reste quand même. La main-d'œuvre coûte peu cher, mais du coup, il y en a beaucoup pour faire beaucoup plus et oui, voilà, plus beaucoup vite. plus vite et beaucoup plus rapide. Mais nous, la plume, c'est pas un savoir-faire qui est délocalisable. Ah bon, pourquoi? Il y a pas d'entreprise de plumasserie à l'étranger. Je pense que c'est trop précis, c'est trop minutieux, et puis c'est vraiment des techniques qui ont été développées et transmises en France. Donc il y a très très peu j'en connais pas. Ok. Et donc du coup, tes clients, ça va surtout être donc des professionnels. Ouais. Tout secteur confondu, la mode, la décoration, l'art, la pub. La pub. Ouais. Par exemple des campagnes de pub sur du maquillage ou un produit qui est en rapport avec la plume où on peut intervenir pour faire des décors, des costumes, des effets spéciaux. Moi je sais qu'on m'avait demandé de faire une pluie de plumes en live parce que ça coûtait trop cher à faire en image de synthèse et le résultat était pas beau. Du coup on a envahi le studio photo de, je sais plus, il y avait 10 kilos de plumes. Alors 10 kilos ça paraît pas énorme mais en plumes ça fait quand même du volume, qu'on a acheté dans des ventilateurs pour recréer un nuage de plumes en live. Ouais. On a fait des tests avant avec l'équipe créa pour voir quelle plume tombait, de quelle façon, pour sélectionner la meilleure chute. Ok. Et je sais que tu travailles aussi avec des architectes, il me semble, des architectes d'intérieur. Ouais. Là, on commence vraiment à développer la décoration et le décor en plume. Ça peut être pour des boutiques, pour des particuliers, des hôtels. Là, on vient d'installer 2 panneaux au Hyatt de Tokyo. Ouais, et j'ai même vu aussi au salon Révélation, qui est donc un salon sur les métiers d'art, que tu avais fait du coup une collaboration, si tu pouvais en parler un tout petit peu. Oui, alors on a développé avec Hervé Delumeau qui est ébéniste, on a développé au Viaduc des Arts aussi. Tout à fait. Décidément. Un meuble avec des portes en plumes, en marqueterie de plumes, sur les portes. Je mettrai une photo du coup sur l'Instagram donc, du podcast, Luxe et Artisanat, tout attaché. J'aimerais juste qu'on revienne un petit peu en arrière. Donc là, tu t'installes, tu restes 10 jours en CDI. Et donc là, du coup, tu te dis, je vais être un indépendant. Ouais. Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais en fait? Alors, j'ai commencé dans la cave chez mes parents. Mais c'est-à-dire que dans le garage. Déjà, tes premiers clients, comment tu fais pour les avoir? Gros coup de chance. J'avais un ami, un ancien collègue d'école qui était en stage chez Dior Vitrine. Et peut-être 10 jours après avoir démissionné, il m'appelle en disant on a un projet joaillerie avec de la plume pour des vitrines, est-ce que ça t'intéresse? Et du coup, j'ai attendu 10 jours et là, Dior qui tombe du ciel et on a bossé pendant 6 mois pour faire, je sais plus, je crois qu'on a fait une 40aine de vitrines. Improbable. Ah ouais, d'accord. Et du coup, c'est vraiment du bouche à oreille? Ça marche que par le bouche à oreille parce que déjà, c'est un métier qui n'est pas très connu. Souvent quand on parle de plumes, les gens ont quand même vachement d'images préconçues sur la matière. On pense tout de suite un peu au cabaret ou à la plume douce et légère et fragile, et les gens pensent que c'est très fragile comme matière alors qu'en fait pas du tout. Du coup il y a un gros travail de pédagogie, mais oui, non, c'est que du bouche à oreille. Ok. C'est un métier qui est pas très connu, qu'on connaît pas forcément. Toi,
as connu ce métier-là donc vraiment par hasard. Tu as eu donc, du coup un gros coup de cœur. Il me semble que tu m'as déjà dit quand on s'est rencontrés une première fois qu'il n'y avait qu'une seule école. Oui. C'est ça ? Le lycée Octave-Feuillet, ouais, c'est la seule. Et c'est des classes de 4-5 élèves. Ah ouais. Donc CAP, donc entre 14 et 16 ans. Et alors malheureusement à 16 ans quand on sort avec un CAP en plumasserie, il n'y a pas énormément d'embauches dans le secteur parce que les gens font des carrières longues. Donc la seule option c'est de monter sa boîte, et monter sa boîte à 16 ans dans l'univers du luxe, c'est quasiment impossible. Toi, tu avais monté ta boîte avec quel âge ? J'avais 23 ans. C'est quand même déjà jeune, enfin c'est quand même extrêmement jeune. Ouais. Mais moi j'ai fait quasiment toutes mes études en alternance et en cours par correspondance. Du coup j'ai vraiment commencé à bosser à 18 ans, donc j'avais déjà un peu une expérience du terrain, on va dire. Et ouais, je sais pas, je me suis pas posé la question. Ça m'a pas fait peur, ça m'a paru un peu évident. Et tes parents, quand tu leur as dit que tu allais devenir plumassier ? Ils m'ont toujours soutenu dans tout. Ouais, dans toutes mes conneries, ils m'ont jamais arrêté. Ils m'ont dit du moment que tu es heureux et que tu réussis, il n'y a pas de souci. Donne-toi à fond, ça va marcher. Ils sont super positifs, mes parents. Donc, ça, c'est super important. Ouais. Et donc, il n'y a pas énormément de débouchés en France ? Très, très peu. Toi, t'embauches, tu as des apprentis, c'est ça ? Alors nous, on a eu un apprenti qui était en reconversion, une femme qui était en reconversion professionnelle il y a 1 an maintenant, qui est restée 1 an avec nous. Et puis je pense qu'on va en prendre des apprentis, mais faut tomber sur la bonne personne. Enfin, c'est toujours compliqué. Ouais, il faut que ce soit au bon moment et on travaille sur des projets qui sont très importants pour nos clients et on n'a pas le droit à l'erreur. Quand on travaille sur une robe haute couture ou sur un mur pour un hôtel de luxe, on n'a pas le droit de faire un trou, une tache, de rater. Donc c'est compliqué de prendre un apprenti, ça demande beaucoup de temps à côté du travail pour qu'on lui fasse confiance et qu'il ne soit pas dangereux pour la boîte, quoi. Ok, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du coup de la matière que tu travailles. Alors, déjà, c'est une matière qui vient d'où ? Enfin, de quel animal ? Où est-ce que tu te fournis ? Comment est-ce que tu fais pour trouver ses fournisseurs, etc., etc. Nous, on n'utilise que la plume d'oiseau, forcément. Oui. Mais de quel Issue des oiseaux d'élevage, en fait, les oiseaux qui sont élevés pour la viande. Et à l'heure actuelle, la plume, c'est un déchet de l'industrie agroalimentaire. Elle est soit incinérée, soit transformée en engrais. Et donc, il y a des filières, alors il n'y en a pas en France, mais il y en a à l'étranger, qui récupèrent les plumes, qui les nettoient, qui les trient. Et nous, on se fournit auprès de ces grossistes qui travaillent principalement pour l'activité le secteur du carnaval et de la déco. Donc, c'est pas forcément des couleurs et des plumes très très belles. Donc, c'est un peu compliqué de trouver de la belle matière première, mais on y arrive quand même. Et voilà, c'est pas du tout le même circuit que la fourrure, on tue pas les oiseaux pour les plumes. Tout ce qui est perroquet, oiseaux de paradis, tous les oiseaux exotiques, c'est ultra protégé. Et ça, c'est interdit. Ouais, nous on suit la réglementation à la lettre. On a des vieilles plumes d'archives qui datent d'avant la Convention de Washington qu'on garde pour les couleurs, pour les textures, pour l'inspiration, mais qu'on commercialise pas du tout. Mais tu vois, par exemple, dans le secteur de la maroquinerie, t'as ce qu'on appelle des cuirs exotiques, donc par exemple du croco, et c'est du cuir qui va provenir en fait de crocodiles, de fermes, fermes d'élevage. Ça n'existe pas des fermes d'élevage en... Les peaux exotiques, on peut les tracer, on peut mettre des puces dans les peaux, on peut les marquer, on peut remonter, voilà. La plume, une fois qu'on a arraché une plume d'un oiseau, il n'y a aucun moyen de savoir si la plume a 200 ans ou 10 jours. Il n'y a aucun moyen de savoir si c'est un oiseau d'élevage ou du braconnage. Du coup, on ne prend pas le risque et c'est complètement interdit, et tant mieux. Puis le problème, c'est que si on commence à autoriser le perroquet, par exemple, il y a forcément des gens plus malins que les autres qui vont aller les tuer pour faire des boucles d'oreilles et des robes. Et voilà, le perroquet, on peut en faire du faux avec des plumes d'oie, on fait des belles teintures. Il n'y a pas besoin. Mais du coup, c'est essentiellement des plumes d'oie ? Enfin, l'oiseau qui est... Voilà, tous les oiseaux qu'on mange, donc la poule, le canard, l'oie, la dinde. On a une quinzaine d'espèces à peu près qu'on utilise. Et après, il y a tous les procédés
de teinture, de découpe, de frisage, de travail. Et tous ces procédés-là, en fait, on va attendre. Et tous ces procédés-là, en fait, ce sont des procédés, c'est-à-dire que tu vois, par exemple, dans la maroquinerie, bon, je reprends encore la maroquinerie parce que c'est mon métier, mais tu vois, dans la maroquinerie, tu as des tanneries qui vont du coup récupérer la peau brute. Une fois qu'ils récupèrent la peau brute qui provient en fait de l'abattoir, là, ils vont tanner la peau et à la fin du processus de tannerie, ils vont lui donner l'aspect qu'ils veulent, donc la couleur, la texture, etc. Est-ce que c'est la même chose pour les plumes? Est-ce qu'il y a des genres de tanneries de plumes en fait? Alors, il y a des entreprises qui traitent la plume. Alors nous, l'équivalent de la tannerie, ça va être le nettoyage et la désinfection, parce qu'on les stérilise. Il y a des entreprises qui font des teintures sur la plume, où on peut acheter de la plume directement colorée, mais comme je te le disais tout à l'heure, nous c'est l'industrie du carnaval, donc c'est des couleurs un peu flash et un peu moches. Du coup, nous, on a un teinturier à Paris avec qui on travaille, qui nous réalise les teintures sur mesure. Mais non, il n'y a pas... Comment dire ? Avant, il y avait des maisons de plumasserie qui faisaient que de la teinture, il y avait des maisons de plumasserie qui faisaient que du conditionnement, qui faisaient que de l'autruche ou que de l'aigrette. Aujourd'hui, on est un peu obligé d'être généraliste parce qu'on n'est plus suffisamment nombreux pour avoir des secteurs super spécialisés. Et du coup, hormis l'étape de la coloration, tu as parlé d'autres étapes, le frisage, oui, c'est ça? Ouais. Ces étapes-là, c'est toi qui les fais? Ouais, là par contre, sur toutes les étapes de transformation, tout est réalisé à la main à l'atelier. D'accord. Donc, par exemple, ok, très bien. Quand on les recoupe, par exemple, si on fait des motifs de losange, on va recouper toutes les plumes en losange de la même taille, mais du coup, il faut sélectionner toutes les plumes du même calibre, de la même épaisseur, de la même couleur, etc. Ouais. Ok. Bah, tu vois, quand j'ai interviewé Nicolas Mariscaël, donc, il me dit, donc dans son interview, il me disait que dans l'orfèvrerie, en fait, aujourd'hui, un orfèvre en fait, doit faire énormément de métiers, ce qui avant étaient des métiers hyper spécialisés. C'est ça. Donc, je ne saurais pas te dire lesquels, mais en fait, toi, du coup, c'est la même chose. Nous, c'est la même chose, ouais. Avant cette étape du frisage et du découpage, je suppose que ça devait être un métier qui devait exister auparavant. Non, c'est quand même des gestes qui sont assez propres à la plume. Après, nous, on sait faire la teinture. D'accord. Ça nous arrive de réaliser des échantillons de teinture. Mais tous les procédés d'ennoblissement, parce que les plumes, on peut les brûler aussi à l'acide, on peut les glycériner pour leur donner un effet un peu mouillé. Enfin voilà, il y a beaucoup de process qui effectivement avant étaient faits en amont par des maisons spécialisées. Et nous, sur le retraitement de la plume, on est en train d'essayer de voir comment on pourrait faire ça nous-mêmes. Ok. En vitrine, il y a une pièce que je trouve absolument magnifique, qui est comment on appelle ça, une armure. L'armure de samouraï. Voilà, l'armure de samouraï que je mettrai du coup sur l'Instagram. Combien de temps t'as mis pour faire cette armure? De mémoire, j'ai dû mettre entre 650 et 700 heures à peu près. C'est énorme. Je me rends pas compte. Ouais, non mais tu t'en... ça fait... je saurais pas dire en semaine ou en... Mais ouais, je trouve que ça fait... Ça fait 70 jours à 10 heures par jour. 70 jours à... Ouais. Ok. Et du coup, cette pièce, c'était une commande Non, c'était justement après avoir fini ma première grosse mission pour Dior. J'avais envie, c'était mon premier travail perso depuis que j'avais appris la plumasserie. Du coup, j'avais un peu envie de me confronter au volume parce qu'en fait, chez Le Marie, on travaillait tout le temps à plat sur des robes en morceaux qui étaient ensuite remontées par les ateliers de couture. Et là, j'avais vraiment envie de me confronter au volume et... c'était un prétexte et j'avais le temps et j'étais pas trop pressé au niveau financier parce que du coup j'étais dans le garage chez mes parents donc j'avais pas de loyer à payer. C'était vraiment un terrain de jeu. Et quels sont les comment dire le mot m'échappe mais les caractéristiques dans la personnalité d'un artisan pour être un bon plumassier. Il faut être quoi? Il faut être patient. Qu'est-ce qu'il faut Je pense qu'il faut être patient parce que c'est un peu la première étape parce qu'on est amené à répéter les mêmes gestes des milliers de fois
Et c'est pas une extrapolation. Il y a des pièces où on va mettre 70 000 plumes calibrées de la même manière. Donc on a beaucoup de répétitions. Je pense un truc qui s'apprend pas. Il y a un certain œil à avoir pour juger de l'homogénéité d'une pièce, de la beauté d'une plume, être capable de faire un choix entre telle ou telle matière. Ça, c'est un peu compliqué à apprendre. Et ouais, il faut être minutieux, patient, et puis aimer le beau, je pense. Puis avoir une sensibilité à la couleur et à la matière. D'accord. Quand tu es plumassier au sein d'une maison, est-ce que c'est un métier qui paye bien? En intégré dans une maison, non. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle bien payé, mais c'est des salaires d'ouvriers, donc c'est souvent on commence au minimum, et puis si on reste 40 ans dans la même boîte, on peut espérer avoir un salaire à peu près convenable, mais je ne pense pas, non. D'accord. Oui, bah c'est comme tous les métiers. Tous les métiers artisans. C'est ça. Pourtant, ce sont des métiers qui sont énormément mis en valeur par les maisons, qui communiquent beaucoup. On est un dessus. palliatif à la standardisation du luxe, un produit manufacturé dans un atelier d'artisanat d'art. Il est unique, il est la plupart du temps beau, et voilà. On est à la limite de l'œuvre d'art, quoi. Tu penses qu'il y a un retour de nos jours ou depuis quelques années à ce slow, le temps manufacture? long. Non, mais complètement. Je pense que les gens ont réappris à apprécier le temps long, les belles choses bien faites, qui durent dans le temps, qui sont ancrées dans une histoire et dans un patrimoine, dans une technique. Parce que est-ce qu'un sac qui est produit à 200 000 exemplaires, même s'il est très bien produit par des machines, est-ce que ça reste de l'artisanat? Je sais pas. Il y a le côté unique dans l'artisanat. Ouais. Même en suivant le même patron, on refait jamais 2 fois exactement la même chose. Surtout dans la plume où on n'en a pas une pareille. On refait des choses quasiment identiques, très similaires, mais chaque pièce est vraiment unique. Mais du coup, toi, avant, tu travaillais dans la mode. Ouais. Et quand on dit la mode, c'est pas forcément du luxe. C'est pas forcément la même chose. Moi, j'étais plutôt mode de luxe. Mode de luxe. Ouais. La mode a des contraintes en termes de temps et en termes de saison, de saisonnalité, qui sont quand même des contraintes très fortes. Ouais. Enfin, je crois que Chanel, ils ont 12 ou 14 collections par an. Comment est-ce que toi, tu arrives à gérer, parce que je suppose que tu travailles aussi pour des maisons, c'est ce que tu as dit. Ouais. Et justement, en parlant du temps long, comment est-ce que toi, tu arrives à gérer ces contraintes de collection en fait, tu fais que travailler, tu dors plus? Non, alors on est un peu des magiciens. On est bien organisé et on a toute une équipe d'indépendants qu'on appelle très régulièrement et qui sont brodeurs, qui sont tisserands, qui sont plumassiers, ou on a eu des marketeurs, on a eu des bijoutiers, des gens qui ont l'œil et qui savent travailler de manière très précise. Et comme je te le disais tout à l'heure, quand on a 70 000 plumes à couper en losange, il y a une personne qui va couper que des plumes, il y en a une qui va faire que les trier, il y en a une qui va toutes les couper à 2 cm, et puis il y en a une qui va que les coller. Donc on divise vraiment les étapes pour essayer de perdre le moins de temps possible. Et parce que tu vois, quand tu prends ta paire de ciseaux, tu coupes, tu reposes ta paire de ciseaux, si tu fais ça 70 000 fois, à la fin tu as perdu 20 heures à prendre tes ciseaux et à les poser. Du coup, on essaie de faire vachement attention à pas perdre de temps. Mais oui, non, ça peut nous arriver d'être entre 10 et 15 quand on a des grosses périodes de travail. Sur une pièce, quoi. Ouais, mais à 15, ça va vite, tu vois. 15, si on bosse 10 heures par jour, en une journée, on peut faire 150 heures de travail. Et l'avantage de la plume, c'est qu'on peut vraiment diviser les étapes. Sur un sac, on pourrait pas, tu peux pas faire ton sac en 60 parties et les rassembler à la fin. Enfin, c'est un peu plus compliqué de faire bosser 5 personnes sur un sac, je pense. Si, ça se fait. Ça se fait, ouais. Ouais. Une personne qui fait que les surpiqûres. Ah oui, ça se fait. dit, ouais. Si. Ouais.
Bah, je citerai pas les maisons, mais, Non, mais oui, ça se fait. Hein. Mais nous, on a cet avantage de pouvoir vraiment diviser. C'est moins intéressant pour l'artisan, ça c'est sûr. Mais c'est après, après il y a la contrainte de temps. Mais nous, on fait des roulements justement pour ouais. éviter que les équipes s'ennuient. Du coup, ça c'est hyper intéressant. Et du coup, il y a une notion du coup qui me vient à l'esprit, c'est la notion de l'apprentissage, qui est hyper important, qui est importante dans tous les métiers, mais qui est plus évidente dans l'artisanat. Et aussi, par exemple, pour un métier comme le tien, plumassier, qui est un métier qui n'est pas très courant, qui pourrait éventuellement en fait prendre le risque de voir certains savoir-faire en fait qui se perdent. Mais on en perd. Hein. Vous en perdez encore Ouais. D'accord. Moi, je sais que, comme je te disais tout à l'heure, je suis un peu boulimique de travail et d'infos et de lecture, etc. Et moi, j'ai retrouvé des trucs que j'ai pas vus à l'école, que j'ai pas vus en apprentissage et que j'ai retrouvé sur des gravures ou des vieilles gravures de la mode illustrée de 1870. Et je me dis, tiens, c'est marrant, cette forme de frisure d'autruche, je l'ai jamais vue nulle part, on n'en a jamais parlé et tout. Comment est-ce qu'ils pouvaient bien faire ça, quoi? Et en cherchant, on finit par retrouver des choses, redécouvrir des gestes que j'avais vus nulle part avant, quoi. Mais en fait, t'es chercheur en fait aussi. Un peu, ouais. Il faut être scientifique, il faut être archéologue, il faut être. C'est un métier qui a vraiment failli disparaître, la plumasserie, parce que ça a failli disparaître quand à peu près? Courant 90. Déjà, il y a 100 ans, il y avait 75 000 plumassiers en France. C'était la 4e économie du pays. Donc c'était le 4e pôle d'exportation. 4e pôle d'exportation, la plumasserie. Ouais. Il y a 100 ans. Mais c'était il n'y a pas longtemps, il y a 100 ans au final. Non, c'était avant la Première Guerre mondiale. Ah mais c'est énorme. Tout le monde venait à Paris acheter de la plume. Et il y avait le charbon, la houille, l'acier. Et en 4e, c'était la plume. Ah mais c'est improbable. Enfin pour moi c'est totalement improbable. C'est complètement aberrant. C'était un truc monstrueux. Il y avait des plumassiers partout dans toute la France. Parce que les gens portaient de la plume sur les chapeaux, il y en avait sur les habits militaires, on en mettait sur les robes. Ah, il y en avait sur les habits militaires. Ouais, nous on a travaillé pour la garde républicaine, où ils ont des plumets, voilà, les corps d'apparat, ils ont encore des plumets, etc. Mais il y en avait un peu partout, pour tous les défilés, les costumes un peu sérieux de cérémonie. Tout ce qui était cabaret aussi, il y avait beaucoup plus de cabarets et de fêtes avant, on sortait, on s'habillait pour sortir. Et forcément, après la Première Guerre mondiale, ça s'est un peu calmé. Ça s'est revenu dans les années 30, les années folles, où là, on a vu un peu de la plume partout. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, je pense que c'était plus une priorité. Ça a repris dans les années 50. Et avec l'émancipation de la femme, avec le développement des transports en commun, de l'automobile, porter un grand chapeau avec un panache de plumes dans une voiture ou dans le métro, c'est pas possible. Donc voilà, dans les années 50-60, ça a commencé vraiment à décliner, au point qu'il restait plus que 2 maisons de plumasserie, qui étaient Février et Le Marié. Et les gens, il n'y avait plus beaucoup de gens qui se formaient, il n'y avait plus trop de jeunes qui reprenaient. Et moi, je sais que à l'atelier, elles avaient toutes entre 50 et 60 ans. Quand moi je suis arrivé, j'avais 20 ans. Donc il y avait un trou de 30 ans où il n'y avait pas de reprise. Enfin voilà, on n'a pas transmis et les gens n'ont pas appris le métier pendant quasiment 30 ans. Sauf 2-3 personnes, voilà. Mais 10 ans de plus, elles partaient à la retraite, c'était fini. Ok. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu une faute, enfin pas la faute, mais tu vois, de ces maisons, peut-être que il faut peut-être essayer de faire en sorte de trouver des moyens pour essayer d'attirer les jeunes. Je sais pas. Bon après. On n'en voyait pas beaucoup de la plume. Hein. Dans les années 80, 90, c'était pas tellement. De 70 à 90, c'était pas trop tendance. Donc. Ok. Et là aujourd'hui, du coup, tu vois un peu plus Il y en a partout. Là, honnêtement, des plumassiers. Non, de la plume dans les défilés. Ok, très bien. Mais non, des plumassiers, ça reprend un petit peu, mais après, de fait, le secteur est quand même tellement compliqué à appréhender. Comme je te disais, on sort à 16 ans avec un CAP, c'est pas suffisant pour monter une entreprise. Les boîtes embauchent très peu. Il y en a un peu plus depuis 10 ans, mais ça revient
très gentiment. Et puis il n'y a pas non plus une demande délirante de plumes dans le monde, donc Ok. Juste pour reprendre un petit peu sur la matière, est-ce que tu as des fois un peu une réticence de la part de clients potentiels quand tu leur parles de plumes et que ça vient d'un animal, parce que c'est vrai que c'est un discours un peu ambiant, que ce soit au niveau du cuir. La fourrure, du coup, c'est très ça clivant a aussi, entraîné la ouais. mort en fait de très belles maisons de fourreurs en fait. Est-ce que pour la plume, il y a un peu aussi un peu cette réticence, mais après, malgré le fait, bon après c'est un métier qui n'est pas aussi. Très très peu. D'accord. Il y a toujours des gens un peu extrémistes, mais qui vont même pas porter de perles ou de soie, ou voilà. Nous, la plume, étant donné qu'on recycle un déchet, Comme le cuir en fait. voilà. Le jour où on mangera plus du tout d'oiseaux, bah nous on arrêtera, il n'y a pas de souci. Mais je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est plusieurs milliards d'oiseaux qu'on mange chaque année. Donc voilà, je veux dire, nous on tue pas d'oiseaux, ouais, on recycle des déchets quoi. Et ça existe des fausses plumes? Non, toutes les plumes un peu colorées, affreuses qu'on voit en supermarché ou en farce et attrape, c'est de la vraie plume. Mais d'ailleurs ça m'avait étonné. Enfin je sais pas, il y a une idée reçue, non? Comme quoi il y a des fausses plumes. Ben je pense que les gens se disent que c'est pas possible que ce soit de la plume avec des couleurs pareilles ou quoi. Ouais, et puis que ça se vende parce qu'au final il y a des trucs qui se vendent vraiment pas cher. Ah bah non, oui, bah ça, à l'unité. Alors après, c'est des plumes qui viennent de pays où les gens sont pas payés, etc. Mais, Ouais. non, non, c'est de la vraie plume. La structure de la plume, elle est tellement complexe que, à part coller un bout de tissu sur une tige en métal pour faire semblant que c'est une plume, mais c'est pas comme la fausse fourrure, on peut pas refaire vraiment la structure des plumes. Au final ça coûterait très cher. Je sais même pas Peut-être. si on a les capacités technologiques pour le faire. D'accord. Enfin, C'est peut-être, si mais compliqué que ça. ouais. Ok. Et C'est des structures microscopiques, d'écailles. Enfin, c'est comme essayer de reproduire vraiment la structure d'un cheveu. D'accord. Industriellement, c'est compliqué. Ok. Et en termes de prix, au niveau de la matière, en fait, c'est. Alors, ça va vraiment dépendre. Une très belle plume d'autruche, ça peut coûter jusqu'à 50 € pièce. On fait pas. Donc ça, c'est autorisé l'autruche. Ouais, Oui, on mange. l'autruche, on en mange. Oui, Ouais. on en mange. On c'est en vrai. mange, on en Ok. enlève pour le cuir. Ils utilisent la graisse pour la cosmétique. Ouais. En fait, l'autruche, d'ailleurs, c'est l'animal. C'est horrible ce que je vais dire, mais c'est l'animal qui est le plus rentable en fait. Ouais. Parce qu'en fait, on utilise Tout. absolument tout sur l'animal. Ouais, la Et en peau, plus de les ça, os, tout ce qui est utilisé, ça a énormément de valeur. Ouais. Le cuir d'autruche, ça coûte très c'est cher. un cuir de luxe, ouais, tout à fait. C'est considéré comme une peau exotique. La viande d'autruche aussi. Ça coûte les œufs. Les œufs, ouais, tout à fait. D'accord, donc là, du coup, une plume d'autruche, ça peut aller donc jusqu'à 50 € pièce. Ouais, et puis après, si on continue à parler à l'unité, une petite plume d'oie, ça va coûter 3 centimes. Mais avec une petite plume d'oie, on couvre moins d'1 centimètre carré. Donc si on veut faire une robe, il en faut des dizaines de milliers, quoi. Oui, puis ensuite, là, je suppose que tu parles de la plume brute. Après, il Oui, faut la c'est colorier, ça. il faut la c'est modifier, ça. etc. C'est ce que je te disais, c'est le temps qui coûte très très cher. Ok. Est-ce que tu considères que ce que tu fais, c'est du luxe? En fait, ma question, c'est plutôt de savoir. Donc, c'est un podcast sur le luxe et l'artisanat. C'est plutôt de savoir c'est quoi pour toi le luxe, en fait. Si tu devais... alors, je sais que c'est un vaste débat, Ouais. mais on va essayer de se concentrer sur toi, ton ressenti. Quand on te dit le mot luxe, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui ressort de ce mot-là? Bah, ça a été tellement galvaudé comme terme. Je pense que si je devais donner une définition au luxe, je parlerais d'émotion. Il faut que, en voyant l'objet, en le touchant, il faut que ça provoque une émotion. Parce que si c'est juste un défi technologique et si on y a passé 14 000 heures et il y a 8 000 perles, machin, mais qu'au final on se retrouve avec un truc lambda, ça, c'est vraiment inutile. Ouais, quelque chose qui provoque de l'émotion, qui soit beau, même si y a toujours débat sur le beau, est-ce que ça existe ou pas, mais moi je pense que oui quand même. On peut tomber en extase devant une pièce.
puis il y a un grain de folie aussi, c'est des choses un peu délirantes qu'on trouve pas. Il y a un côté un peu exceptionnel. Voilà, c'est une définition un peu en patchwork, mais... Est-ce qu'il y a forcément un rapport avec une matière première qui soit naturelle, enfin une matière qui... Une matière première un peu exceptionnelle Oui, un peu. Par exemple... Je sais pas, parce que par exemple, le béton, c'est une matière qui est très très brute, mais on peut en faire... des pièces magnifiques de mobilier, de luminaires. Mais en fait, je pensais au diamant. Ouais. Et c'est vrai que en fait, ça c'est un débat que j'ai en fait avec des amis, etc. Et j'arrive pas à trancher. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle du diamant de culture qui existe. Et toi, si on te présentait par exemple un bijou avec des vrais diamants qui proviennent d'une mine et le même bijou tu pourrais pas faire la différence visuellement avec des diamants de culture. Est-ce que pour toi ça resterait quand même un objet de luxe? Je crois savoir que les diamants de culture ils sont parfaits. Il n'y a pas d'impureté, il y a pas de... c'est du carbone cristallisé pur. Les diamants naturels, il y a un côté un peu exceptionnel, mais là on tend vers le cabinet de curiosité. Il y a un côté un peu exceptionnel de se dire que cette pierre-là, elle est naturellement comme ça et elle a des impuretés qui signent un peu d'où elles viennent. Après, forcément, les conditions d'extraction des diamants sont pas forcément humaines. Du coup, si on met de côté, le côté un peu glauque des conditions d'extraction, je pense quand même qu'un diamant naturel est un peu plus... Ouais, il y a un côté rare en fait. Je pense que le luxe, à partir du moment où ça devient un produit de consommation courante, ça peut pas être du luxe. Enfin, voilà, un diamant de culture, si demain on arrive à les produire pour 3 fois rien, c'est quoi la différence avec un bout de cristal, un morceau de verre ouais. Ok. Du coup, on va venir on arrive à la dernière question. Donc, en fait, c'est une question sur le management. Ouais. Alors, en fait, c'est une question que je pose à tous mes invités parce que c'est un sujet donc, qui m'intéresse énormément. Derrière un peu cette question sur le management, c'est plutôt de savoir, donc toi, tu es à la tête de ton entreprise, tu manages une équipe qui est soit là tout le temps, soit... de manière ponctuelle. Voilà, de manière ponctuelle. Quels sont pour toi les critères pour être un bon manager? En fait, pour aller au-delà, c'est qu'est-ce que tu mets en place pour que les gens qui travaillent avec toi, pour que tu puisses construire en fait le meilleur environnement de travail possible pour ces personnes-là? Alors nous, on est un peu adepte du mot valise happiness management, que j'aime pas du tout parce que ça fait start-up et en fait il est complètement à l'opposé de ce qu'il veut dire. Non, pourquoi tu dis ça? Parce que on installe des tables de ping-pong et des canapés et les gens sont heureux donc ils travaillent plus longtemps et normalement on est censé aller au-delà de ça quand même. Ouais. Il faut voir la réalité des choses. Il y a comment est-ce qu'on appelle ça, un happiness manager? Manager, tout à fait. C'est ça, c'est un happiness manager. Ouais. Non, donc, du coup, tu as un happiness manager dans ton atelier? Non, mais nous, on essaye déjà d'être à dimension humaine. On travaille tous autour de la même table. Moi, je suis toujours dispo pour parler, etc. On se prend pas la tête. Enfin, moi, je sais que j'ai vu des ateliers où on avait l'impression de chercher un remède pour le cancer ou de faire de la chirurgie cardiaque sur des enfants. On fait des robes, quoi. On fait des chaussures, on fait des tableaux. Je veux dire, à part l'enjeu de bien faire son boulot, on sauve pas le monde. On fait de l'art. C'est vachement bien pour le salut de l'humanité. Il y a besoin du beau et du bien fait. Mais ouais, on sauve pas le monde de manière directe. Donc du coup, on relativise vachement les choses. Moi, j'encaisse vachement aussi la pression. Je transmets pas la pression aux équipes. Et non, globalement, il y a toujours... Mais c'est vrai que pour rebondir là sur ce que tu as dit, on sauve pas le monde, etc. Le milieu du luxe
et de la mode très a sérieux. quand même une sacrée réputation. Ouais. C'est-à-dire que moi, avant de rentrer dans ce milieu-là, on me disait mais attention, tu sais, c'est un milieu qui est très fermé, etc. Et puis il y a toujours un peu cette image. J'écoutais un podcast. Bon, je sais plus qui c'était, mais à chaque fois ça m'arrive. À chaque fois je dis j'écoute un podcast, mais c'est pas grave. Si un jour les gens écoutent ce podcast, ils penseront à moi et ils sauront ce que c'est. Et en fait, il y a une personne qui disait voilà, moi je voyais toutes mes copines là qui étaient tristes parce qu'elles avaient la directrice marketing, chez L'Oréal ou quoi, dans toutes ces maisons qui étaient tyranniques, etc. Et comment est-ce que tu expliques cette réputation que le milieu de la mode. C'est pas une réputation, c'est la réalité. Oui, hein. mais alors, oui, mais tu vois, j'essayais quand même de prendre. Non, faut être objectif. Mais comment t'expliques ça en fait? Parce que je ne comprends pas. Je pense que c'est des milieux où il y a des gros enjeux pour eux, financiers. Comme le milieu pharmaceutique, comme. Ouais, mais un milieu pharmaceutique, tu sors ton Doliprane, les gens vont l'acheter parce qu'ils sont malades, ils en ont besoin. La mode, c'est futile un petit peu, enfin c'est pas obligatoire, les gens le font parce que il y a justement toute l'industrie de la mode, elle crée l'envie. Et il faut toujours aller plus vite, plus loin, différent, nouveau, etc. Et je pense que c'est des milieux où ouais, il y a du stress et du coup ouais, je pense que les gens sont un peu pressurisés quoi. Enfin moi tous les gens que j'ai rencontrés, ils sont tous super sympas, mais ils ont une pression de dingue parce qu'il faut finir à temps, parce qu'il faut faire un truc encore plus waouh que le concurrent, parce que il faut faire un truc qu'on n'a jamais vu. Et quand on a 14 collections à faire par an, pas se répéter, quand il y a 80 modèles par collection, faut être bien accroché quand même, quoi. Donc, D'accord. je blâme pas le milieu parce qu'il est comme ça. Et puis aussi parce qu'il emploie des gens, etc. Et que ça permet de faire vivre des métiers improbables comme le mien. Et puis, moi, je prends vachement de recul par rapport à ça. Quand on me demande, moi, je travaille pas dans la mode, donc ça me pose pas de soucis. On répond un peu comme une conciergerie de luxe, quoi. Nous, on est un peu leur havre de calme dans la tempête, où on livre toujours en avance. Ils sont au courant qu'il n'y aura jamais de mauvaise surprise, on a raté un truc ou quoi, parce que c'est notre boulot de faire les choses parfaitement. Du coup, parfois ils m'appellent pour dire mais on n'a pas de nouvelles, on est inquiet, où on est la robe et tout. Je dis bah non, si on vous appelle pas, c'est qu'il n'y a pas de problème, tout va bien, on sera dans les temps, il n'y a pas de souci. Du coup, ouais, on a beaucoup de clients qui passent ici et c'est un peu leur moment de calme. Okay. Justement, nous, il y a une bonne ambiance, on rigole, on travaille sérieusement, mais on peut faire de très belles choses, très minutieuses, en écoutant de la musique à fond et en chantant, et voilà. Ok. Si on veut te trouver, tu as un compte Instagram? Ouais, tout à fait, Maison Julien Vermeulen. Voilà. On poste pas beaucoup de choses de nos clients parce qu'on est soumis à confidentialité permanente pour tout. Mais non, il y a des photos de ce qu'on fait à l'atelier. Sinon, un site internet, pareil. Alors, le site internet, on est en train de le refaire, mais pareil, c'est Maison Julien Vermeulen. Sinon, on peut peut-être passer te voir? Non, peut-être pas. Pour les Journées européennes des métiers d'art, ouais. Ça, on les fait tous les ans avec grand plaisir. On est ouvert, donc en avril. Après, c'est toujours compliqué de passer à l'atelier parce que justement, on bosse sur des trucs confidentiels. Du coup, voilà. Ok. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que l'épisode vous a plu et j'en suis ravie. Comme d'habitude, si vous avez des remarques à faire, des suggestions d'invités ou si vous voulez qu'on discute tout simplement, n'hésitez pas à le faire sur l'Instagram de la marque, @luxe et artisanat tout attaché. Je vous répondrai avec grand plaisir. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est un réseau social que j'utilise assez souvent. Sinon, vous pouvez toujours me contacter sur LinkedIn, Soukaina Gutiérrez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de nouveaux épisodes. Comme je vous l'ai déjà dit, je vous ai réservé pas mal de petites surprises pour cette saison 2 et j'espère que ça vous plaira. À très bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast Luxe et Artisanat.